Bonsoir tout le monde. On est très très heureux de vous recevoir encore une fois et de vous retrouver. Et vraiment voilà, on est très heureux que l'aventure continue. Déjà, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui nous soutiennent et c'est vraiment ça touche énormément et on est voilà, on a commencé à faire ça pour s'amuser et les gens s'amusent avec nous. On apprend beaucoup de choses grâce à vous tous, donc on vous remercie, moi et Jawed. Et voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Souad Jamei. Et je vais expliquer, comme on ne cache rien à nos amis, comment cette rencontre s'est faite. Alors, pour le coup, j'ai partagé le podcast dans un groupe d'anciens du lycée Descartes. Et un matin, je reçois la surprise d'avoir reçu un message de Souad Jamei. Et je ne vous cache pas que j'étais... presque choqué parce que c'est elle qui nous a dit allô, j'aimerais vraiment, j'adore ce que vous faites et j'adorerais participer avec vous à un podcast. Je lui dis mais attendez que je dise ça, que ce qui vient de se passer. Et vraiment voilà, c'est extraordinaire. Voilà, si on fait ce podcast, c'est vraiment pour ça. Ah oui, c'est vraiment. C'est au risque de me répéter ou peut-être pas pour certains, mais c'est vraiment une consécration. C'est vraiment quelque chose qui nous fait énormément plaisir. C'est même le but ultime, c'est de pouvoir attirer quelqu'un de votre calibre, de ton calibre, pardon. Elle a insisté pour qu'on la tutoie. Voilà, donc on va le faire. Mais je suis vraiment impressionné. Bon, moi, je suis tombée sur votre podcast vraiment par hasard. Et je me suis dit, mais ces deux types, ils font un truc super, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, et comme vous le faites dans la spontanéité et que moi aussi je suis super spontanée, j'ai vu le nom, j'ai envoyé un message tout de suite sur Messenger pour dire que c'était génial et que j'adorais ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, Souad, comment est-ce que tu te présenterais ? Est-ce que le fait de te limiter à médecin, est-ce que c'est quelque chose qui te va ou c'est quelque chose que tu comprends ? Est-ce que c'est une définition que tu... Non, ça ne me suffit pas, c'est clair. Hein. Je suis d'abord médecin, c'est vrai. Je suis profondément médecin depuis... tu sais, les études sont hyper longues. Donc cardiologue, c'est ça ? Voilà, je suis cardiologue. Mais pendant des années, je réalisais que ça ne me suffisait pas, sauf que je ne comprenais pas très bien ce qui me manquait. Tu vois ? Donc non, je suis médecin à plein temps. Mais je ne suis pas que médecin parce qu'il y a trop de choses qui m'intéressent que peut-être j'ai mis de côté pendant des années. Et puis à partir du moment où tu te libères, où tu as envie de faire ce que tu as envie, tu prends le temps de le faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, une question peut-être un peu bateau qu'on retrouve dans certains magazines, etc. Mais tu n'aurais pas été médecin, tu aurais fait quoi, tu penses ? Je pense que j'aurais été scénariste. D'accord. Scénariste pour des films ou des pièces de théâtre. Mais j'aurais écrit des scénarios, Tu aurais écrit des scénarios. Donc la plume, c'est quelque chose qui te parle. Ah oui, parce que je faisais ça depuis que j'étais petite. J'écrivais des scénarios. Je faisais des pièces de théâtre dès qu'il y avait des enfants à la maison. Tout le monde devait se déguiser. Donc c'était quelque chose... Et tu sais, moi je dis toujours, quand tu cherches une passion, cherche à ce que tu aimais faire avant l'âge de 10 ans. Et souvent, tu vois que les tendances naturelles avant l'âge de 10 ans, tu les retrouves après comme passion. Génial, c'est super. Alors, donc, moi, a fortiori, je me suis beaucoup intéressé à ce que tu fais. Et on va d'abord commencer à parler de ta passion d'écrivaine. Alors, moi et Jawed, donc forcément, dès qu'on a su qu'on allait te recevoir, on est parti se documenter de façon naturelle et on s'est rendu compte que, tabarakallah, ça fait déjà le 3e livre que tu écris. Ouais. Alors, ce qu'on voudrait partager avec nos amis, déjà la genèse. Comment s'est passée la première fois où tu as décidé d'écrire ce livre ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, écoute, c'est très bizarre parce que justement, ça a commencé par le théâtre. D'accord. En fait, moi, quand je suis arrivée au Maroc, j'ai quitté le Maroc quand j'avais 6 ans.
6 ans. Ouais, et j'ai vécu dans 4 ou 5 pays différents. Donc ça, c'est une vie de diplomate. J'ai vécu en Allemagne, en Éthiopie, en Belgique, aux Pays-Bas. Sprechen Sie Deutsch? Ich spreche sehr gut Deutsch. Je dis très très mal. Mais, on voit direct que le mec... mais Sprechen Sie Deutsch, c'était le moment ou jamais. Tu l'avais là, tu t'arrêtes. Voilà. Alors, ich habe die deutsche Sprache nicht vergessen. On va vous mettre les sous-titres. Et donc, quand je suis rentrée au Maroc, en fait, je ne connaissais pas très bien le Maroc. Je connaissais le Maroc pendant les vacances, l'été. D'accord. Et quand je suis rentrée au Maroc pour ouvrir mon cabinet, il y avait des choses qui me faisaient sourire. Mais vraiment avec bienveillance. Je voyais des choses qui me donnaient une idée du pays, de la culture des différentes régions marocaines. Et je commençais à écrire les petites anecdotes. Et au bout de quelques années, j'avais un carnet rempli d'anecdotes. Je me suis dit, ça ferait une super pièce de théâtre. Donc j'ai écrit un scénario. Et j'ai commencé à chercher des acteurs vraiment pour faire ça entre copains, pour rigoler, sans aucune prétention. Et quand j'ai trouvé les acteurs, j'ai cherché le metteur en scène. Et je suis tombée sur un metteur en scène qui m'a dit, oui, on va faire ça, on va faire une tournée, on va faire ça, et ça va faire à peu près, il faut pour commencer 200 000 dirhams. Oula. Moi, ce que je veux, c'est une pièce de théâtre avec les copains pour rigoler. C'est pas un truc... Il m'a dit, non, moi je travaille pas comme ça, non. J'ai fermé, j'ai attendu. Au bout de 6 mois, je me suis dit, il n'y aura peut-être pas de pièce de théâtre, mais je vais faire quelque chose avec ce scénario. Et c'est là que j'ai commencé l'écriture du livre Un Toubib dans la ville. D'accord. Et une fois qu'il est sorti, l'écriture j'ai réalisé que c'était quelque chose de naturel, dans le sens où je prenais un plaisir extraordinaire à le faire. Maintenant, j'avais pas d'expérience ni littéraire ni rien, j'avais juste mon expérience de médecin pour parler de ça. Donc j'avais un vécu que j'ai utilisé pour écrire. Après, avec l'éditeur, j'ai travaillé pour améliorer et tout ça. Mais quand le livre est sorti, il y avait quand même une grande satisfaction, mais une grosse frustration. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est quand même la pièce de théâtre que je vais faire. Tu voulais quand même la voir jouer. Et puis, je fais partie d'une association que j'ai créée il y a quelques années, l'association des cardiologues privés de Rabat. C'est une association très sérieuse, mais dont les 7 membres du bureau sont sérieux, mais ne se prennent pas au sérieux. Super. C'est ça qui est génial. Ça, c'est génial. Et ils m'ont dit, on va faire un teaser pour le livre. Donc, on a filmé, comme vous faites là. On s'est mis dans une salle d'attente. On s'est tous déguisés en patients. D'accord. Et on a fait un teaser de 45 secondes qui était le teaser du livre. Et quand les gens ont vu ce teaser, ils ont cru que c'était une bande-annonce pour un film. Et ça a beaucoup aidé le livre. Ça, c'est super. Et le livre a bien marché. Il a été réédité 3 fois, ce qui est quand même énorme. C'est exceptionnel au Maroc. Et je me suis dit, je suis allée voir la bande des 7, qui sont de très grands copains, moi, tous cardiologues. Je leur ai dit, est-ce que... Je dois vous parler d'un truc, parce que vous avez tellement bien joué dans la petite vidéo. Et si on montait une pièce de théâtre? Et dans la seconde, ils m'ont tous dit oui. Super. Génial. Et du coup, on a commencé à en parler autour de nous et on a recruté plein de médecins qui voulaient suivre. Donc la troupe au complet, c'est 7 médecins ou beaucoup plus? Non, 20 médecins. 20 médecins. 20 médecins pour la pièce de théâtre, c'est-à-dire 20 personnages. 20 personnages. Et comment vous avez réussi à coordonner moi, mon père est médecin. Et mon père, tu lui dis juste, viens une demi-heure, il va te dire, mais attends, pas tout de suite. Comment vous avez pu coordonner 7 emplois du temps de médecins? Eh bien, on était... Donc, 20 là, pour le coup. 20. Alors, tu vois que ça se voit que je ne suis pas non, mais d'abord, il y a un truc, c'est que quand... La première fois qu'on a fait le spectacle, et à chaque fois, je prends le micro au début et je leur dis... Alors, je vous préviens, on n'a jamais pu répéter tous ensemble. C'est incroyable. Mais vous inquiétez pas, vous allez rigoler. Parce que c'est la réalité. Parce qu'on était aussi dans la transparence et parce qu'on est des amateurs, on voulait rigoler. Mais on ne s'attendait pas à ce succès. Et en fait, comme chacun a des gardes, chacun a une famille, des enfants, un cabinet, donc on faisait par scène. Et celui qui faisait partie d'une scène devait venir. Et celui qui, s'il ne venait pas, il y avait toujours un qui le remplaçait juste pour entraîner les autres. Super, non, c'était... En fait, il y a quelque chose d'inconscient dans cette histoire. C'est, tu sais, le mec qui fonce parce qu'il veut faire quelque chose, mais il ne réfléchit pas trop. Mais surtout, convaincre les 20 autres. À l'arrière, quand on est fou tout seul, c'est pas grave. Mais convaincre les autres. Ceux qui sont venus étaient convaincus. D'accord. Super. En fait, il y avait peut-être une envie de faire ce spectacle ou de faire autre chose, mais personne ne l'avait proposé avant. Et là, on a découvert qu'il y avait au moins 3 ou 4 parmi ces médecins qui sont... De vrais acteurs. Un point qui nous ont bluffés. Bluffés. Justement, est-ce qu'il y avait différents
degré d'expertise, c'est-à-dire certains ont déjà fait du théâtre plus jeune. Non, même pas. Même Alors pas. peut-être que sur l'éveil, on a peut-être 2 qui ont fait du théâtre. Mais genre vraiment non, mais vraiment en amateur, comme on quoi. fait au lycée, Voilà, exactement, on c'est ça. oublie. C'est ça. Mais le plus dur, c'était pas ça. C'est de le faire. En fait, il y avait une dualité. Il y avait cette envie de faire La pièce. le débile sur scène. C'est ça, c'est ça. Et puis, il y avait l'envie et puis, il y avait aussi la raison qui disait, mais je suis médecin. Qu'est-ce que va dire ma famille? Qu'est-ce que vont dire les patients qui vont me voir? Je vais passer pour qui? Et c'était là le travail. Mais quand on était plusieurs, et on s'est un peu... il y avait de l'émulation du groupe. Bien sûr. Et on a eu tellement de plaisir à le faire, on a tellement rigolé que c'est devenu un besoin. Et puis après, les gens... C'est libérateur. C'est-à-dire que les gens finissent par comprendre, en tout cas ces médecins-là ont compris que dans leur cabinet, ils sont médecins, ils sont de bons médecins sérieux, mais qu'en dehors, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était ça le plus dur, mais ils l'ont vite accepté. Alors après, on a eu aussi autre chose, c'est que certaines personnes, certains médecins disaient à ces médecins comédiens, mais tu es fou, tu vas monter sur scène. Mais incroyable. Franchement, moi, à ta place, je le ferais jamais. Hein. Incroyable. Est-ce que c'était de la jalousie? Est-ce que c'était de la... Mais on a tous eu des remarques un peu... Et de votre corporation. Et de votre corporation. Oui. Incroyable. C'est-à-dire que vous abîmiez quelque part la profession de médecin, le prestige de médecin, c'est ça? Je pense qu'il devait y avoir une incrédulité face à ce qu'on voulait faire. Et peut-être une mise en garde. Mise en garde de quoi? Je ne sais pas. Parce que même nos patients l'ont vu. Il y a une des amies qui est endocrinologue. Elle a invité la plupart de ses... Je veux dire, elle en a parlé à ses patients. Il y en a beaucoup qui sont venus la voir. Mais tout le monde a adoré. Mais bien sûr. Moi, je ne vois pas une autre façon je veux dire, d'apprécier cette démarche. Parce qu'à un moment donné, les médecins, qu'on le veuille ou pas, leur principal métier, ce n'est pas la technique, c'est l'humain. C'est de se sentir le plus proche des humains. Et le théâtre est une façon de se sentir le plus proche des autres et vraiment de désacraliser tout ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi, maintenant, a posteriori. Et moi, j'avais déjà fait cette démarche, dans le sens où j'ai écrit mon premier roman en 2016. J'ai mis 6 mois avant d'accepter, d'oser le donner à lire à quelqu'un, un extrait. Incroyable. Tellement... Pas parce que je suis médecin, mais juste parce que j'avais écrit alors que je n'ai aucune légitimité pour écrire. Et le fait de ne pas avoir cette légitimité me bloquait énormément. Et à partir d'un moment, je me suis dit, ça y est, moi j'ai écrit, il faut bien que je le donne à quelqu'un, il faut que je le donne à un éditeur. Et puis après tout, qui mieux que moi, médecin, connaît le monde médical dans la salle d'attente et dans le cabinet. Et à partir du moment où je voulais... Alors, en ayant besoin de cette légitimité, dans tous mes livres, j'ai besoin de passer un message. Je ne peux pas raconter une histoire juste pour la raconter. Donc, j'ai pointé du doigt pas mal d'anomalies que j'ai mis en scène. Certaines étaient déjà dans des anecdotes vécues, d'autres, je les ai inventées. D'autres anecdotes, je les ai prises d'autres médecins qui me les ont confiées. Mais à partir du moment où on se dit, je passe un message, et j'ai réussi à passer le cap de faire... parce que je me sentais utile quelque part. Donc moi, personnellement, j'avais déjà fait cette démarche. Pour certains amis médecins, il a fallu... je leur dis, non, vous ne me laissez pas tomber, il faut faire ça ensemble, machin. Mais pour d'autres, c'était juste... Ils m'ont porté. Je veux dire, c'est eux qui ont... franchement, tous, il y en a, à partir du moment où ils étaient d'accord pour faire ça avec moi, ils étaient tous OK pour le faire. Et c'est parti dans le délire de rajouter des personnages, de gonfler des histoires, de mettre la caricature au maximum. C'est un scénario vivant, en fait. Vous l'enrichissez après chaque représentation. Et vous avez fait chacun s'est approprié. On a fait 3 spectacles. Très bien. À chaque fois, on a joué à Rabat, à la salle Bahnini, et à chaque fois à guichet fermé. Super. C'est-à-dire que la première fois, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait tellement peu confiance en nous qu'au départ, on a pris des musiciens. On a pris des musiciens, des médecins qui font de la musique. On s'est dit, on va mettre une demi-heure de chacun, va faire un petit morceau. Pour remplir le truc. Comme ça, au moins, on paraîtra pas. Il y aurait eu un peu de musique. Voilà, franchement. Il y aurait eu un spectacle. Sauf qu'après déjà la première représentation, les gens sont venus nous dire, mais pourquoi vous avez mis des musiciens à votre pièce de théâtre? Elle est suffisante. Donc, on a enlevé les musiciens, on a rajouté une 3e scène. Et on a agrandi, donc on a rallongé le spectacle. Et la surprise qu'on a eue, c'est qu'au moment du second spectacle, ceux qui voulaient venir voir la pièce, alors qu'on la refaisait la même chose, c'était ceux qui avaient déjà vu la première. Incroyable. Je leur disais, mais vous avez déjà vu? Non, on vous revoit. Super. Et voilà, c'était toujours à guichet fermé et on était les premiers surpris. Mais vraiment les premiers surpris. Puis après, il y a eu les journalistes, il y a eu... Mais au départ, l'histoire, c'était pourquoi? C'était pas cette envie de théâtre. C'est vrai qu'elle a toujours existé. Mais mon premier livre est arrivé à un moment où il y avait une sorte de chasse aux sorcières concernant les médecins. D'accord. C'est-à-dire que l'image du médecin s'était vraiment dégradée.
y a eu certaines choses. Vous savez, dans n'importe quel métier, il suffit qu'il y ait 1% ou 2% des personnes. Ce qu'on appelle les brebis galeuses. Donc, il y en a partout. Et bien, ça déteint sur tout le monde. Mais parlons plus précisément. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on entendait dire sur les médecins, par exemple? Qu'ils aiment l'argent, qu'ils ne veulent pas perdre de temps pour faire autre chose. Et bien justement, cette pièce, elle montrait tout à fait l'inverse, étant donné qu'on a pris du temps pour faire ce spectacle et que le spectacle était payant et que tous les bénéfices ont été versés à une association qui opère des enfants cardiaques démunis. Donc, franchement, déjà, enlever le tablier, se mettre sur scène, porter un déguisement, s'exposer à donner du bon temps, faire rire, prendre du temps pour gagner de l'argent pour une association qui opère des enfants. Donc, je pense que d'une pierre, on faisait 3 coups. Et nous, ça nous a fait un bien fou parce qu'on a montré une autre image et les gens en ont parlé. Ils ont dit, mais c'est des médecins magnifiques. Et ça aussi, ça a déteint de façon positive sur d'autres médecins. Bien sûr. Est-ce que tu penses que l'image du médecin d'il y a, par exemple, 40 ans, 50 ans, et l'image du médecin, est-ce qu'elle a évolué de manière plutôt positive ou plutôt négative au Maroc, à ton avis? Forcément, elle a évolué l'image s'est dégradée. C'est comme pour l'instituteur. Le médecin et l'instituteur, c'était les deux symboles. Les symboles. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Je pense que la vie devient assez complexe pour tout le monde. Un médecin, les gens se leurrent. Pour gagner de l'argent, c'est pas médecine qu'il faut faire. Les gens pensent, parce que sacrifier 15 années de sa vie à faire des gardes, à ne pas dormir, à faire abstraction de toute vie sociale, moi, je ne me rappelle pas avoir pu lire des bouquins pendant toutes mes années d'études. Je n'ai pas lu autre chose que la médecine. Donc, il y a un manque de culture, Et en échange, quoi, c'est ce qu'on oublie, et c'est ce dont je parle aussi dans mon dernier livre, c'est surtout montrer qu'il y a une souffrance émotionnelle, enfin, il y a un côté émotionnel qu'on oublie. On dit toujours que les médecins, pour faire médecine, il faut s'enfermer, apprendre, mais pas du tout, il n'y a pas que ça. Si ce n'était que ça, c'est rien du tout. Mais la charge émotionnelle, être tout le temps face à la maladie et à la mort, mais c'est pas évident. On ne se rend pas compte. On se rend pas compte. On n'est pas... Alors, d'un côté, on nous apprend... on essaie de nous endurcir en voyant la maladie, la mort, les gardes, en ne dormant pas 48 heures, à être là à toutes les phases de la maladie du patient. Et d'un autre côté, on doit rester sensible parce qu'on doit rester altruiste. Donc c'est cette dualité qui est très, très dure à vivre. Et je voulais montrer le côté vraiment humain du médecin. Et c'est comme la médecine, c'est très vaste. C'est comme si vous comparez au niveau du commerce le petit épicier du coin et le grand supermarché. Mais ici au Maroc, dans tous les pays du monde, on fait un... En fait, moi je pense que la vision qu'on a du médecin, pourquoi que ce soit détérioré, ça c'est clair. Mais la vision qu'on a du médecin, malheureusement, on ne, comme on dit toujours, on ne parle que des trains qui viennent en retard. On ne parle jamais des trains qui viennent à l'heure. Là, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, que ce soit ici ou ailleurs. C'est valable pour tous les métiers. Voilà. Moi, il y a des métiers où moi, j'appelle même pas ça des métiers, c'est des vocations, parce que médecin, c'est de sauver des vies. Que ce soit quel que soit le niveau du médecin, c'est à un moment donné, il est ou au départ du diagnostic ou à la fin du diagnostic, mais il sauve une vie. La crasante majorité des médecins, c'est des héros. L'écrasante majorité, je dis 99,9%, c'est des héros. Il faut juste aller à l'hôpital, n'importe lequel, vous rentrez voir l'état où il est l'hôpital et les conditions de travail de ces médecins, et qu'ils arrivent à sauver des vies là-dedans. Tout le débat sur l'argent et tout est clos. La petite partie infime qui, comme a dit Souad, se permet de faire des choses qui ne sont pas déontologiquement acceptables ou quoi que ce soit, prenez n'importe quel métier, n'importe lequel, que ceux qui nous écoutent voient leur métier eux-mêmes, ils vont trouver exactement la même proportion, si ce n'est pas pire. Alors, justement, la différence, le problème qu'il y a, c'est que en médecine, sauver des vies, pour certains, et je comprends, n'est pas compatible avec l'argent. Ah oui, mais ce n'est pas compatible. Que quand on est... vous savez, moi, je parle pour moi personnellement. Quand je suis rentrée au Maroc, je n'avais pas d'autre solution que d'ouvrir mon cabinet. Parce que quand tu viens de l'étranger, on ne te laisse pas rentrer dans le circuit hospitalier. Mais
pour pouvoir ouvrir ton cabinet et travailler correctement, tu dois avoir un certain matériel. Tu dois prendre des crédits. Donc forcément, tu ne peux pas... Voilà. La différence qu'il y a avec l'Europe, c'est que tu peux ouvrir ton cabinet en Europe, mais avoir accès à l'hôpital pour faire tes examens complémentaires. Exactement. Et là, tu t'entêtes pas et tu peux faire... le médecin de l'hôpital est peut-être mieux vu parce que, étant donné qu'il est salarié, il soigne sans avoir besoin d'encaisser tous les jours. D'accord. Mais moi, personnellement, l'hôpital, d'ailleurs dans tous les écrits, je le mets, je suis pour un hôpital fort. Exact. C'est ce qu'on a toujours dit ici. Si on veut que le médecin, parce que le fonctionnaire qui a à peine les moyens de vivre et qui a besoin de consulter, il n'a même pas le choix d'aller à l'hôpital. Exactement. S'il avait le choix d'aller à l'hôpital ou dans le privé, il n'y aurait pas de problème. Mais le fait qu'il se sente obligé d'aller dans le privé, payer parce qu'il trouve qu'il n'y a pas une médecine correcte à l'hôpital, fait qu'il commence à avoir une haine vis-à-vis du médecin privé. Donc nous, en tant que médecin du privé, notre but, notre objectif, c'est un hôpital fort. Exactement. Mais c'est le système. Mais pour moi, l'hôpital fort, c'est l'avenir du pays. Exactement. Maintenant, on l'a vécu. Ce qu'on a vécu, on n'a pas le choix. Pour moi, voilà, l'hôpital avant le privé, avant les cliniques, avant tout le reste. Bon, mais ça, c'est une discussion sérieuse. Beaucoup plus sérieuse. Alors justement, pour revenir, tu as dit, tu as eu beaucoup d'anecdotes dont tu t'es servi pour la pièce, et aussi des anecdotes de confrères, etc., etc., qui bien sûr ont été peut-être un peu embellies, un peu modifiées pour les biens. Mais est-ce que tu pourrais par exemple nous raconter une des anecdotes? Alors oui, j'en ai plein. Alors un des exemples, c'est un patient qui est venu avec une femme voilée et qui voulait c'était une anecdote d'un confrère. Il voulait l'envoyer se faire opérer pour la vésicule. Et il examine la femme, il voit qu'effectivement elle doit se faire opérer. Il regarde le dossier de la patiente, il voit qu'elle a déjà été opérée de la vésicule. Il lui dit, mais c'est quoi ça? Ta femme, elle a déjà été opérée de la vésicule? Et là, elle n'a pas de cicatrice, c'est quoi? Et en fait, il se rend compte que c'est une embrouille, que le mec, il a 2 femmes. En fait, il a 4 femmes. Non, il a 4 femmes, mais la mutuelle n'accepte que la première pour la CNOPS, pour la mutuelle générale. Donc, il a fait passer, d'ailleurs, ça, c'est dans notre pièce de théâtre. Donc, il fait passer l'une pour l'autre. Alors, une autre anecdote qui est arrivée à un confrère aussi. Mais alors, tout est raconté. Si tu veux, c'est un petit peu pour se moquer des gens qui disent être très religieux, mais qui en fait font des... oui, bien sûr. Mais... Alors l'autre anecdote qu'il y a eu, ça c'est un ami qui l'a eu, effectivement, il a reçu un patient dans un chariot. Il y avait deux ou 3 personnes de sa famille qui le ramenaient au cabinet dans un chariot. Il rentre dans la salle d'examen et le médecin commence à l'examiner, sauf qu'il commence à l'examiner, il se rend compte que le mec il est mort. Que la famille ne savait pas. Mais lui, il ne pouvait pas leur dire il est mort, sinon ils vont commencer à hurler et dire c'est toi qui l'as tué, alors que lui, il ne l'avait pas encore touché. Donc il a fait l'examen entièrement, comme si le patient était vivant. Il leur a dit va très mal. Mais oui, mais je ne suis pas très optimiste là sur ce coup. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut garder son sang-froid et essayer de... Parce que quoi que tu fasses, ça risque de se retourner contre toi alors que toi, tu n'as rien fait. Sinon, il y a des patients qui... il y avait pas mal d'arnaques aussi, des gens qui utilisent le médecin pour essayer d'obtenir... un transfert d'une ville à l'autre. Et non, il y a beaucoup de magouilles, mais surtout... tout est raconté de façon avec bienveillance, bien sûr. Il n'y a pas ces situations qui peuvent arriver n'importe où, pas spécialement dans un cabinet. Mais au niveau de la pièce de théâtre, par exemple, on a parlé beaucoup d'un des personnages dont je parlais très peu dans le livre, mais que l'actrice qui jouait le personnage a amplifié. Et elle en a fait un personnage extraordinaire qui est le personnage principal finalement, pas le médecin, mais c'est ce qu'on appelle c'est le gardien de voiture. D'accord. Et dans notre pièce de théâtre, il s'appelle Abbas l'Assas. Et Abbas l'Assas, c'est le maître Dieu du quartier. Moi, j'en connais un en bas. Voilà. Le bastien. Je savais que tu allais en parler. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait plus de femmes médecins comédiennes que d'hommes. Sur les 20, il y avait 12 femmes et 8 hommes. Et puis, on n'avait personne pour jouer Abbas l'Assas. Et donc, celle qui joue le personnage de Abbas l'Assas, elle est
chirurgienne cancérologue, brillante chirurgienne cancérologue. Mais elle a un don, elle a fait un one-man show après le spectacle aussi, et elle a fait Baisse la SS. Donc Baisse la SS, c'est joué par une femme. Mais il est juste incroyable. À tel point que ces répliques ont été reprises par d'autres personnes. C'est devenu un personnage extraordinaire. Non, mais on est tous en admiration devant elle. Et Baisse la SS, il met son nez partout. Il va dans le cabinet du médecin, il essaie de savoir ce qui se passe, il essaie d'avoir de l'argent. La première fois qu'il débarque chez le médecin, il lui dit, et ça c'est des choses qui arrivent chez tous les médecins qui s'installent, il lui dit, moi je suis l'ordinateur du secteur, je peux te ramener parce qu'il y a des patients qui se perdent et je te ramène toutes vers toi. Le médecin lui dit, s'il te plaît, laisse-moi croire un petit peu à mes compétences, je commence et on verra après. Il dit pas non, mais il dit, mais bon, ça aussi c'est un clin d'œil, les magouilles, tous les machins. Donc c'est toute la pièce, c'est ça, quoi. Parce que l'histoire de Baisse la SS, il y a eu une blague qui est connue, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est top sur ça. Vas-y. Alors c'est la même chose, mais côté, c'est un ministre qui vient d'être nommé. C'est vrai ou c'est une blague? En fait, elle est tellement incroyable que ça ne peut être que vrai. Mais c'est sûrement une blague. Vas-y, dis-nous. Ça va parler à tout le monde. Et il vient d'être nommé, il rentre dans son bureau, il s'installe et tout. Il y a le directeur du cabinet qui fait la passation et tout. Il dit voilà ton cabinet et tout, voilà ce qu'il y a. Mais par contre, il y a une personne que tu dois obligatoirement rencontrer, c'est Baisse la SS. Il dit d'accord, ok. Il fait monter Baisse la SS. Je dis bonjour monsieur le ministre, bravo, tout ça, félicitations, merci beaucoup et tout. On m'a dit que le reste, si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Je suis là, quoi que ce soit, ça fait que les merci beaucoup. Son téléphone va être le chef du gouvernement pour le féliciter. Bravo pour ta nomination et tout, bravo, j'espère qu'on va faire du bon travail et tout. Merci monsieur le chef du gouvernement et tout. Est-ce que tu peux me passer Baisse? Je connais Baisse. Baisse le SS. واخا tout de suite شو قطع واحد قلت له الشيخ الغفور بغى يهضر معاه بس قال له واخا طلع بس الاساس عنده اللي بيرو قال لي شكون قال لي الو سافا كلشي بخير لاباس الحمد لله لا ما تخافش على حسابي ما تخافش لا ما تخافش راه الله فيه وكل شيء ما تخافش راه ديالنا مرحبا به et tout صافي il vit ça pendant toute la journée chef de gouvernement jusqu'au plus haut étage du pouvoir. C'est ce qu'il est là, tout le monde le connaît, ça fait, il ne comprenait rien. Oui, le directeur de cabinet, que demain tu pars en voyage, mission officielle, le Vatican. راه البي ديالك والبي لاباس الاساس راه غيمشي معايا لاباس الاساس كيفاش قال لها شوف راه سي ملي كنديروا سي البروتوكول مشى مع لاباس الاساس الفاتيكان غيستقبلوا لو باب لاباس الاساس قال لي غادي دير انا غنمشي نضرب ضرب ما تمشي انت دير داكشي ديالك صافي خرج من داكشي بلاص سان بيير لو باب خرج تيبان ليه لاباس الاساس خارج معاه لو باب سين سداتو السخفه قبطوه الناس كيعطوه يشرب الماء وداكشي كي كان لاباس داكشي ويجي واحد الجابوني ويقول ليه مي كيسي سباس قال لا راه والو غير قالت لي غير بغيت نعرف هذاك اللي لابس البيض معاه بس لسه شكون هذا Non, mais c'est vrai qu'ils ont un pouvoir. Alors ça, c'est un phénomène marocain, mais c'est vrai qu'ils ont un... Mais gardien de voiture n'existe pas en Europe. Je crois que ça existe qu'au Maroc. mais depuis quand on a besoin de gens pour stationner? Il y a une minorité de gens qui ont peut-être besoin d'un peu d'aide. Mais la plupart du temps, que tu aies besoin d'aide ou pas, il te fait de loin. Oui. Non, mais moi, je me suis posé la question. Responsabilité. Bien sûr. Alors moi, je me suis posé la question parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, des associations en France qui nous ont dit ça serait bien que vous veniez jouer à Paris ou à Bruxelles. Moi, j'ai parlé avec mes amis, je leur ai dit, mais est-ce qu'il faut comprendre ce que c'est SSS? Ça serait cool ça, d'expliquer ce concept. C'est purement marocain. Il n'existe pas. D'ailleurs, il y a eu une grosse polémique il y a quelques temps, même pas 2-3 semaines, un grand mouvement sur les réseaux sociaux, oui. Où les gens en ont eu marre de stationner à un endroit et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit, à la rigueur, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu décidais de ce que tu voulais donner au gardien. Et plus il est gentil, plus tu lui donnes, et plus tu vas te la faire. Maintenant, il y a un tarif. Il t'impose ce que tu veux. Du coup, le rodateur, il me demande 2 dirhams. Si je reste 1 heure, tu me demandes 10 dirhams alors que je suis resté. Oui, et puis il y a des endroits à la plage, à Casa, où on te demande 10 dirhams, 15 dirhams. Il va acheter le petit carnet et il dit tu veux le papier, pas de problème. Tiens, 15 dirhams, 20 dirhams. Mais, alors, la Suède, je voulais que tu saches un truc. Est-ce que quand tu as commencé à écrire, alors le 2e livre, le 3e livre, est-ce que tu t'es pas posé la question, la première, c'est la diffusion, et surtout, est-ce que les gens sont toujours en train de lire? Anna, c'est une question que je me pose. Tu veux dire la place de la lecture au Maroc? C'est une question très importante, ça.
Alors, la place, je ne me suis pas posé ce genre de questions parce que, tu sais, quand tu écris, c'est pas pour C'est pour toi vivre, surtout. c'est pas pour, Bien sûr. surtout au Maroc. C'est vraiment un acte. Donc, vraiment, c'est pour moi, voilà, ça me tenait à cœur et c'est tout. Je ne me suis pas posé ce genre de questions, sinon, heureusement que je n'ai pas eu besoin de poser ce genre de questions. Mais il faut savoir qu'au Maroc, quand un livre est diffusé, vendu à 700, 800 exemplaires, c'est considéré comme un best-seller. Incroyable. Alors, il y a Kenza Sfrewi et Hicham Oudaifa qui ont écrit un petit bouquin sur le livre au Maroc avec tous les chiffres à l'appui. Et c'est un bon petit bouquin. Et ils sont écrivains et éditeurs, tous les deux. Et franchement, c'est là que j'ai appris que les gens ne lisaient presque pas. C'est-à-dire que si on calcule le temps de lecture sur les SMS, peut-être qu'on ce sera beaucoup plus. Et tu penses que, Anna, est-ce que tu penses que c'est une des raisons ou là ça fait partie des raisons? Alors non, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire il y a aussi la diffusion de l'éditeur. Il faut savoir que, étant donné que les gens ne lisent pas et qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions littéraires, il n'y a pas de prise il n'y a pas de volonté vraiment pour faire évoluer et sensibiliser les gens à la lecture. Et les éditeurs, ça devrait être leur rôle, mais ils ne le font pas vraiment. La preuve, la première fois, pour mon premier bouquin, le premier éditeur, il m'a dit, attention, tu as écrit un livre, moi je le trouve bien puisque je le publie, mais ne crois pas que les gens vont aller chercher ton livre. Il faut que tu... le vendre. Il faut que toi, les fasses gens le vont marketing, pas rentrer dans la librairie et dire je veux le livre de Saad Jamil. C'est comme s'il m'avait donné la liberté de faire la publicité tout seul. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Forcément. C'est qui me plaît parce que j'ai aimé ce que je fais et j'ai envie de le partager avec les autres et j'ai envie qu'on en discute et j'accepte les critiques. À partir du moment où j'ai donné à un éditeur, c'est que j'accepte les critiques aussi. Attention, exactement, bien sûr. Et j'ai eu des critiques, il faut le dire. Bien sûr, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Sûr. Mais j'ai commencé par le podcast, ça a beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup de rencontres un peu partout, dans les librairies, dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bien sûr, ça aide beaucoup. C'est tout un travail que normalement l'auteur ne doit pas faire. Exactement. Il n'est pas obligé de faire. Il n'a pas le temps de faire. Exactement. Il se trouve que moi, je prends du plaisir à le faire, mais pour le troisième bouquin, j'ai pris du plaisir aussi, mais c'est lourd. C'est très lourd. C'est très lourd parce que contrairement au premier, le premier, c'est toi qui vas demander. Donc, tu es assez motivé, machin. Le deuxième aussi. Le troisième, c'est les gens qui commencent à... Forcément, c'est par moi modestement. Hein, non, tout à fait. C'est pas... lecteurs qui vont mais tu as beaucoup de journalistes qui t'envoient beaucoup de questions. Ils écrivent des articles, mais ils te posent des questions. Et c'est toi qui dois les rédiger. Donc, ça fait beaucoup de travail. Et à un moment, tu as toujours une phase, j'ai eu une phase comme ça, à un moment où tu as une phase de rejet. Tu te dis, stop, je ne veux plus entendre parler de Facebook, ni de ce livre, ni de... C'est comme s'il y avait un dégoût de toi-même. C'est une manifestation très particulière, je t'assure, c'est vrai, où tu te dis, ça y est, je veux plus en parler, parce que tu as l'impression d'en faire trop, parce que certains peuvent te dire... Bon, ça y est, tu en as beaucoup fait. Mais en fait, c'est le travail du livre. Tu es obligé de le promotionner. Alors, elle est où la limite? Je ne sais pas. Donc, tu prends un temps d'arrêt. Puis, moi, j'ai décidé de continuer les manifestations en septembre, de ne rien faire en juillet et août, à part avec vous. Mais l'objectif est différent. C'est oui, bien sûr. Et la preuve, c'est là où... Et puis, ce que les gens n'oublient pas aussi, ils oublient souvent, c'est que quand tu signes avec un éditeur, le livre ne t'appartient plus. Exactement, ça ne tient plus. On te donne 10% du prix de vente par livre. Je veux dire, à la limite, j'en ai pas besoin. C'est tellement... En fait, tu cours pour lui. Et c'est lui qui gagne. Et le livre ne t'appartient plus. Même quand je dois, moi, l'offrir, je l'achète pour l'offrir, mon livre. C'est dingue, ça. C'est incroyable. Hein. C'est dingue, ça. C'est comme ça. Donc justement, si ça ne te dérange pas, est-ce que donc, tu gagnes à peu près 10%? Eh bien, écoute, ce livre, il fait 90 dirhams. Je gagne 9 dirhams tu par livre. 9 dirhams par livre. Si je les achetez les livres, les gars. 9 dirhams, il faut qu'on en achète plein. D'accord, c'est intéressant. Lisez-le, vous le prêtez, c'est pas un problème. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que tu as pensé à une version digitale, c'est-à-dire sur Kindle, Alors, etc. en principe, celui-ci, la maison d'édition avec qui je suis maintenant, qui est la Croisée des Chemins, il travaille bien et en principe ils vont le faire. Super. Déjà il est en vente à partir de juillet en Europe sur Amazon. Moi je préfère qu'il soit dans les librairies, mais qu'est-ce que tu veux, on est obligé de suivre la tendance. Mais il le sera, j'espère, et j'ai surtout envie que le premier soit traduit en arabe. Ah, ça serait cool. Et que celui-ci soit traduit en anglais, parce que c'est le public qui correspond, quoi. Tu vois. Oui. Mais ça aussi, il faut demander à l'éditeur. Je ne sais pas combien ça coûte. Est-ce qu'il est prêt à suivre? C'est-à-dire un livre, tu dois le suivre. Moi, j'aimerais bien vraiment évoquer le sujet de l'objet du livre. Notre génération, on
on a eu accès à la lecture de façon scolaire. C'est-à-dire, on nous a imposé à lire des œuvres toute notre qu'on ne comprenait pas forcément. Je suis content de ne pas l'avoir dit en premier. Je ne voulais pas passer pour un con, mais c'est clair. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais que l'accès à la lecture, moi je pense, mais vraiment humblement, qu'on n'utilise pas la bonne méthode. Mais je suis d'accord avec toi. Pour aller vers la lecture. Et je vais te dire pourquoi. Et je vais te raconter une petite anecdote qui fait que moi, j'ai fait l'école de Menbetz. Et dans cette école, il y avait de l'âge donc tout le primaire et tout le secondaire, on avait ce qu'on appelait, comme tu avais français, arabe, maths et tout, tu avais bibliothèque. C'était 1h30, 2 fois par semaine. Et c'était quoi la bibliothèque? D'ailleurs, que Dieu ait son âme, Madame Alérini, qui était la fondatrice de l'école, qui est morte à 97 ans. Et elle avait cette méthode-là qui était extraordinaire, c'est qu'on allait à la bibliothèque. Déjà, à l'école, on n'avait que 2 matières le matin, 2 matières l'après-midi. 1h30, 1h30. Donc on allait dans la bibliothèque, tu rentrais à la bibliothèque, tu faisais ce que tu voulais. Tu veux dormir? Tu dors. Tu veux prendre une BD? Tu lis ta BD, un livre. Et c'était souvent ou la prof de français ou la dame qui s'occupait de la bibliothèque qui était là. Elle était à ta disposition. Tu prends un livre, tu peux aller... En fait, c'était associer la bibliothèque à quelque chose de ludique, mais et liberté plaisir, surtout. Liberté. Et jamais... Et ben écoute, je suis très contente que tu parles de ça parce que ça me fait rebondir sur un truc qui va... Bien sûr. Vraiment. Tu sais que... il faut que je parle un petit peu du second livre. Il parle de l'éducation, pas de médecine, mais de la faillite de l'éducation au Maroc. Et ce livre, l'idée est venue d'une histoire vraie, d'une patiente que j'ai eue. On va dire aux auditeurs, le deuxième livre, c'est... Ça s'appelle Des ailes de papier. Très bien. Mais l'histoire, pas l'histoire, mais le personnage qui m'a inspiré ce livre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a eu son bac brillamment, mais qui est arrivée à la fac de biologie, n'a même pas pu continuer, même pas sa première année, elle n'arrivait même pas à lire une phrase en français. Elle avait un niveau de français catastrophique. Et c'est ce qui m'a donné envie. J'ai réuni des groupes de copines et on est allé donner des cours de français de lecture dans une école primaire, publique bien sûr, avec des enfants qui ne savaient absolument pas parler français. Et on a fait ça de façon ludique, c'est-à-dire qu'on venait avec un énorme goûter, en rigolant, avec des livres, avec des couleurs, des histoires, et pour leur donner envie. Et la deuxième chose qui m'a poussée, moi j'ai appris à lire. J'ai appris à lire, je ne parle pas de lecture, appris à lire des livres, à avoir envie de lire des livres, par les BD, par la bande dessinée. Tintin, Astérix, Lucky Luke, tout ça, c'est ça. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est que mon premier livre, Un taubib dans la ville, on est en train de faire la BD. Et parce que pour moi, c'est quelque chose de... Bon, il y a déjà... Les premières planches sont prêtes. On cherche un sponsor parce que pour l'éditeur, c'est très, très cher, très lourd de payer le BDiste est magnifique. Il s'appelle Yassine Hijami. Et il a fait l'école belge, l'école de BD à Liège, en Belgique. Et il est brillant. Et donc, on est en train de faire ça ensemble. Je vous montrerai tout à l'heure quelques planches, elles sont juste magnifiques. Et l'objectif, c'était justement que ça soit accessible à ceux... Parce que quand je veux dire, c'est comment tu peux ne pas avoir envie de lire quand tu vois autant de belles images, des actions qui sont... Et c'était très facile d'écrire le scénario de la BD parce que la pièce de théâtre était déjà faite. Je les visualise. Je visualise. On a pris des caricatures des vrais personnages de la pièce de théâtre pour mettre les personnages de BD avec leurs vrais costumes et puis je pense, comme tu dis, que la lecture, il faut faire ça de façon ludique. C'est pas un travail. La plupart des enfants, tu leur dis lire un livre, c'est une punition. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc la BD doit être moins chère. Les BD sont chères, par rapport aux livres. C'est toujours la même chose. Ils sont chers parce que ils sont pas. C'est l'offre et la demande. Voilà. Moi, le réflexe qu'on avait. Encore une fois, je vais répéter, c'est les mêmes médecins. Ils nous emmenaient une fois par mois avec le car scolaire à la Médina chez le bouquiniste. C'est génial. Ça devait être une personne qui aimait lire. Mais cette école était extraordinaire parce qu'on allait chez le bouquiniste, c'était une balade déjà avec les potes et tout, mais aller chez un bouquiniste, je conseille tout le monde d'y aller. Il y en a plein dans la Médina, il y en a plein partout. Mais c'est juste le fait de rentrer chez un bouquiniste. C'est extraordinaire. C'est l'odeur des livres. Tu sais, je fais un petit clin d'œil à notre ami le bouquiniste, Abdallah le bouquiniste. Abdallah le bouquiniste. Le nom de
L'autre qui est Flegdel ou là il est la rue des Consuls. Ah, il est je connais pas. Il est exceptionnel. Ah ouais. Exceptionnel. Bon, alors, il n'a pas de nom de boutique. Donc on appelle le bouquiniste de la rue des Consuls. Et parce que c'est incroyable, mais les bouquinistes, c'est des personnages. Mais bien sûr, Ah oui. C'est pas comme les libraires. Non, ça n'a rien à voir. Il y a une âme et Une âme. puis ils transmettent quelque chose de très très Exact, fort. parce que le bouquiniste, il a chez lui 90% de bouquins d'occasion. Donc, il a, qu'on le veut ou pas, il a un choix éditorial. Parce qu'il passe sa journée à lire, il va, avec ses mots, sa façon de faire... Et il redonne une vie au livre. Et il te donne envie de le lire. C'est vraiment une histoire et c'est une des âme. prix dérisoires. Ben Dérisoires. des livres du sol au plafond, comme Mais ça, tu vois, moi, je c'est ne suis pas impressionnant. convaincue que ça soit le prix du livre qui soit rédhibitoire, franchement. Non, je parle des jeunes gens. Oui, Parce qu'aujourd'hui, oui. tu donnes 50 dirhams à un jeune homme, Oui. il va préférer aller acheter une carte Oui, de recharge mais... que d'aller acheter un livre. Je dis, et si tu lui dis, mais je vais aller acheter un livre où? Il va tout de suite te sortir Virgin. Non, il faut qu'il puisse emprunter et louer des livres. Ah oui, ça c'est sûr. Tu voulais dire un truc Alors moi, en fait, ma mère était bénévole dans une bibliothèque à Meknès. Et tous les mercredis, je rentrais et j'avais accès à tous les livres, etc. Et il y avait un coin enfant, adolescent, donc les BD. J'ai lu, je pense, toutes les BD, Boule et Bill, Astérix et Obélix. Je passais mes après-midi là-bas. Et alors, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'accès... Alors, ma mère est une grande fan de livres. D'ailleurs, je lui ai parlé de toi et elle va lire tes livres. Ma mère lit les livres même dans le feu rouge en attendant le feu vert. Donc ma mère, elle dévore les romans. L'une des rares qui ne regarde pas ses SMS. Ah là, c'est aussi dangereux, Tati. C'est aussi dangereux. Mais ma mère lit les livres. Ma mère ne peut pas partir sans son livre. Pour elle, c'est impensable. Et elle est choquée quand je lui dis que je vais passer du temps... je vais partir en vacances sans mon livre, sans un livre. Pour elle, c'est inconcevable. Mais donc, moi, je pense que pendant l'enfance et l'adolescence, la préadolescence, donc le primaire, etc., le choix éditorial qu'on faisait, à mon avis, et je ne sais pas mais je trouve que c'était... ça rendait les choses inaccessibles. Tout ce qui est les pièces de théâtre, le CID, etc., c'est compliqué, je pense, pour quelqu'un de... Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on n'a tous rien compris quand on était jeunes, mais je pense que c'était la seule occasion pour les enseignants, enfin dans l'enseignement, de faire parler de ces livres qui sont quand même des classiques. Des classiques, mais tout quand à fait. vous les tuez, c'est pas après. Il n'y a personne pour t'imposer ça après. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut aborder la lecture. C'est sûr, il faut être un surdoué pour comprendre tout de suite le CID. Oui, le CID, etc. Moi, par exemple, je dis aux professeurs d'en parler dans un cours. Par exemple, les cours de français, c'est de donner envie aux gens, aux élèves de le lire. Pas lis et viens, fais ta fiche de lecture et tout ça, de façon technique, et viens. Et moi, je me rappelle de toutes les fiches de lecture que j'ai faites, que ce soit des livres en arabe ou des livres en français. Et ça a toujours été une approche, mais mon Dieu, tout sauf du plaisir. Oui, mais c'est pour ça qu'il faudrait peut-être dire aux enfants, bon, allez, vous allez lire un livre, mais vous allez choisir votre livre. Et ça peut être une BD, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une histoire que vous allez raconter. Et prenez le temps faut de être le vraiment... Prends ton temps. Tu n'es pas obligé de le lire en un jour, 2 jours. Alors les classiques, ils ont bien fait de nous les imposer ou pas, selon toi? Moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on les a lus en transversal. Oui, on les a lus pour avoir une bonne note. On ne les a pas lus pour... Et si tu vois le pourcentage des gens qui l'ont vraiment lu et compris, il y a peut-être 5%, peut-être ceux qui vont faire des études littéraires et qui sont doués pour ça. Tout à fait. En tout cas, moi, je ne faisais pas partie de ces gens-là. Je lisais que les BD. Mais je te donne un exemple. Moi, j'ai lu... on nous a imposé de lire Belle Amie de Maupassant. Je n'ai aucun souvenir. Et il y a 15 ans, j'ai un ami que je salue, Ednan, coucou, qui m'a amené ce livre et qui m'a dit tiens, lis ça. Je lui ai dit non, mais tu te fous de ma gueule. J'ai dit c'est pas le genre de truc que j'aime lire. Je lisais beaucoup de policiers à l'époque, beaucoup de trucs. Il me dit non, s'il te plaît, lis-le. J'ai dit mais écoute, je l'ai déjà lu. Il me dit non, lis-le. Et je l'ai lu. Et à l'époque, j'allais à la bibliothèque Pidis emprunter beaucoup de livres. Et j'ai lu ce livre, j'y suis plus allée parce que j'ai ressenti le besoin d'aller acheter mes livres. Et j'ai commencé à lire autre chose. Et j'ai réalisé à quel point la langue française était magnifique. Comme la langue arabe d'ailleurs. Je regrette de ne pas avoir cette culture arabe parce que comme j'ai vécu dans des pays où il n'y avait pas l'arabe n'était pas enseigné. C'est ton parcours qui t'a empêché de faire. Mais maintenant, je ressens beaucoup ce mais tu sais, j'ai fait l'école... c'est quand même un niveau excellent. Mais il y avait aussi l'arabe qui était d'un niveau excellent. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait l'école publique. Après, je suis parti en France, je suis rentré, je suis parti à Descartes.
Et c'est la même approche de toute façon. Même moi, Oui, j'ai des neveux aujourd'hui, oui. mon neveu que je félicite parce qu'il me le dit toujours. Je l'ai bloqué à 17 ans. Il a fait 18 ans, il a eu son bac, donc je le félicite. Cite son nom au moins, qu'il soit célèbre, qu'on lui fasse profiter de... Donc moi je veux qu'il reste à 17 ans. Voilà, toute sa vie il va rester à 17 ans. Et donc ils ont un niveau d'arabe excellent, mais l'approche est la même, c'est-à-dire elle est scolaire, elle n'est pas... Moi je regrette, moi par exemple d'abord, mon plaisir ultime c'est de lire le Coran. Et par contre, forcément, je le dis sans honte, je me fais accompagner par une traduction parce que moi, ça ne m'intéresse pas de le lire pour le lire. Moi, ça m'intéresse de le comprendre. Forcément, je réfléchis beaucoup plus et je comprends plus les mots en français qu'en arabe. Mais je prends le temps, mais je peux mettre 1 an à le lire, mais c'est un réel plaisir. Mais tu vois, s'imposer un travail pour évoluer dans une langue ou dans une compréhension, c'est essentiel. Mais tout le monde n'a pas cette bien dimension. sûr, la portée de tout le monde. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est là où peut-être que ça nous emmène directement vers l'ennemi, si on veut dire. Jawad, il t'a dit... La paresse. La paresse et les écrans. Eh bien oui. Jawad, il t'a dit, mais finalement, tu seras obligé de mettre ton dernier livre sur le... Ce qui est dommage, parce que l'objet... Moi, je suis pour l'objet, mais si je dois avoir plus de... Par exemple, mes amis qui lisent sur Kindle, sur les écrans, ils me disent, mais non, mais tu sais, tu as une bibliothèque extraordinaire. Moi, c'est ça qui m'attire. Je me dis, peut-être que l'avantage de l'inconvénient qui ne me convient pas, ça sera justement d'avoir ce panel de livres. Tout à fait. Bon, moi, je trouve que c'est plus sympa d'aller chercher le livre que de le trouver prêt. Oui. Moi, d'aller rencontrer un livre, d'aller, par exemple, c'est clair, la sortie, d'aller chez le bouquiniste. Mais d'un autre côté, il faut jamais être tranché. Il faut toujours accepter bien d'évoluer. Bien sûr. Non, moi, j'accepte toujours d'évoluer. On est tout à fait d'accord. Mais pour l'instant, le livre papier, forcément, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais... Hassan, l'objet, il parle beaucoup. J'imagine que vous tous, les fameux albums photos. Ah ben oui. Que vous avez à la maison. On les a gardés quand même. Là, moi, j'ai... Et est-ce qu'on regarde nos photos maintenant sur nos téléphones ? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman extraordinaire qui a, le jour où elle est partie, on a découvert, elle nous le disait toujours de son vivant, que j'ai ta photo quand tu avais 2 ans. Il y avait des albums qu'on connaissait. Elle a gardé des choses. Elle avait 7482 photos. Alors, je les ai tous recensés, mais je te jure, le plus émouvant, c'est pas la photo en elle-même, parce que la photo en elle-même, forcément, te rappelle des souvenirs, mais l'odeur des photos. C'est extraordinaire. C'est l'objet, encore une fois. L'objet en lui-même, le Polaroid, quelles anciennes photos où il y avait la dame derrière, et tu voyais l'évolution de la couleur dessus, selon les années, et ça te parle. C'est comme le parfum, tu sens un parfum, ça te rappelle un ou la musique, qui te déclenche une émotion. Et ça, c'est ça, tu as des téléphones. Oui, ça se perd. Ça y est, on prend 40 000 photos. Je vous garantis à tous que vous ne regardez pas une deuxième fois. Et c'est quelque chose qui, comme le livre. Le livre, avoir un livre chez soi, c'est sûr. le prendre. Moi, j'ai des livres, les fameuses encyclopédies qu'on avait quand on était jeunes. Moi, je passais des heures dessus. Maintenant, je les prends. Encore une fois, quand j'ouvre et je ressens cette odeur. C'est vrai, l'odeur du livre. Comme la Madeleine de Proust. Et voilà. Et je veux qu'il y ait les deux. Ce serait génial qu'il y ait les deux, qu'il y ait la technologie jusqu'au... Et pour avoir les deux, il y a un truc super. Ouais. Moi, quand je pars en voyage, j'ai déjà fait ça 3 fois. C'est des albums numériques, mais que tu imprimes. Tu sais, tu envoies tes photos. Et il te les envoie. Et ça te fait un livre. Tu as tes photos. Magnifique. Et ce qui est génial, c'est que moi, je mets des commentaires. Tu mets des commentaires pour un peu alimenter. Et ça, c'est un... Et c'est des moments que tu vas passer. Et ça ne s'abîme pas. Ah, super. Les photos ne s'abîment pas. Donc, tu vois, finalement, il faut prendre le bon de la technologie. C'est vrai. Accepter les deux. Il ne faut pas que... C'est-à-dire, moi, j'ai toujours su, on m'a appris, on m'a éduqué comme ça, c'est que ce que tu vis, tu dois le faire vivre à ceux qui sont après toi et qu'eux vont te faire vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que maintenant, mes neveux, tout ça, me font découvrir des choses extraordinaires sur la technologie. Tout ce que j'adore. Il faut toujours faire ça. Tu as raison. Tu as raison parce que, tu vois, moi... pour ce 3e livre, j'ai pris une attachée de presse, une jeune attachée de presse. Personne ne fait ça. Moi, je me suis dit, je trouve une étudiante, elle va être contente d'avoir un job étudiant, gagner un peu d'argent. Super. Et j'ai pris une jeune, bien sûr, qui a l'âge de ma fille. Et évidemment,
mais il y a une dynamique que j'aurais jamais eue ou que j'aurais jamais rencontrée avec quelqu'un bah d'adulte. Et j'ai appris beaucoup. Elle a appris beaucoup. Il y a eu beaucoup d'échanges et elle m'a fait découvrir des endroits super, une façon de travailler différente. Donc cet échange de génération, c'est exactement ça. On en prend beaucoup de chez eux. Bien sûr. Il faut pas qu'on oublie qu'on doit leur donner beaucoup. Bien sûr, de façon. C'est créer une dynamique. C'est ça le plus important. Créer la dynamique entre les deux. Alors justement, parle-nous de ton dernier livre. Alors l'histoire. Alors tu m'as dit le deuxième, c'est plutôt l'éducation, etc. Oui. Le troisième, on est de retour à la médecine. Oui, alors le deuxième aussi, c'est quand même la médecine. Je vous raconte quand même une petite histoire parce que c'est une anecdote incroyable qui m'est arrivée. Et c'est de là qu'est partie l'histoire du livre. Il y a une dizaine d'années, j'ai reçu une patiente. Donc, comme je suis cardiologue, on m'a envoyé une patiente qu'un médecin du travail avait vue dans un grand supermarché de la ville. Il avait examiné cette jeune femme qui venait d'être embauchée. Il a trouvé un souffle, il me l'envoie. Et moi, quand j'examine la jeune femme, je trouve qu'elle a une anomalie de naissance qui s'appelle une CIA. Communication interauriculaire, c'est un trou entre deux oreillettes dans le cœur. Moi, je pensais la CIA. Après, je suis parti sur un autre délire. Je me suis dit, la CIA, c'est petit quand même. Mais bon. Et donc, cette jeune femme qui n'avait aucun symptôme, rien du tout, elle vient me consulter. Donc, je trouve ça. Et le hasard a fait. Donc, elle est tombée des nues parce qu'elle ne sentait rien. C'est quelque chose qui peut avoir des complications très graves plus tard. Mais à 22, 23 ans, elle ne sentait rien. Et le hasard a fait que le lendemain, il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, mais bon, je reçois un appel d'une clinique qui me dit « Est-ce que tu n'aurais pas un cas clinique qui correspond à cette maladie » parce qu'on a un jumelage avec une clinique à Marseille qui est prête à prendre en charge des gens qui ont ça. Parce qu'à l'époque, on ouvrait le cœur pour réparer. Et avec cette nouvelle technique, juste avec une sonde, on plaçait la sonde dans une artère, elle remontait et on mettait une petite, ce qu'on appelle une petite prothèse d'implant, c'est-à-dire comme un petit parapluie, tu le mets dans le trou, il s'ouvre, et c'est fermé, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a rien. Donc c'est extraordinaire. Et donc je lui ai dit, voilà, tu vas être prise en charge. Et on lui a fait donc son passeport, le visa, la prise en charge, une nuit à l'hôtel et 3 nuits en clinique. Alors elle part avec 3 autres patients qui ont la même maladie. Elle passe la nuit à l'hôtel et à 5h du matin, elle disparaît. Donc ça, c'est une histoire vraie. Incroyable. Elle disparaît. Elle disparaît à Marseille. Elle disparaît et je n'ai plus jamais, jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette fille. Et pendant des années, je lui en voulais. Je me suis dit, mais elle aurait pu... Rien. Non, elle aussi, non pas... en tout cas, je n'avais pas de contact avec la famille. D'accord. Mais voilà. Et donc, tout le monde était furieux parce que, tu sais, quelqu'un qui disparaît alors que toi, tu as une convention avec une clinique à l'étranger. Elle a peut-être empêché quelqu'un d'autre d'y aller. Et voilà. Moi, j'étais malheureuse pour elle parce qu'elle aurait pu se faire traiter et disparaître peut-être après, ou au moins donner sa place à quelqu'un d'autre qui aurait pu en bénéficier. Exactement. Donc, et pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui a pris par là ? Qu'est-ce qui a traversé son esprit pour qu'elle disparaisse comme ça ? Au bout de 10 ans, j'ai écrit un livre sur ça. J'ai lui inventé, j'ai raconté toute l'histoire en vrai, ce qui s'est passé. La première partie, on va dire qu'elle est vraie. Voilà, et après, je lui ai inventé une vie, excusez-moi, une vie de merde, juste pour qu'elle regrette. Et je ne sais toujours pas ce qu'elle est devenue. Donc, c'était ça l'histoire. Alors, le troisième livre, c'est celui qui me tient le plus à cœur parce que c'est ce qui correspond un peu à un résumé de ce que je pense de la médecine en général, mais avec beaucoup de questionnements sur le libre arbitre du médecin. Ça peut être le libre arbitre de n'importe quel individu et qu'est-ce qui donne un sens à la vie de chacun. Et c'est l'histoire d'un jeune chirurgien dans les années futures qui découvre des anomalies, qui est d'abord différent des autres par une anomalie génétique, on va dire, et cette anomalie fait qu'il sent les choses différemment. Il a des sentiments, il a des sensations, il a des états d'âme que les autres médecins n'ont pas. Vous découvrirez pourquoi en lisant le livre. Et cette différence fait qu'il découvre une anomalie dans la gestion des patients. Et ça lui permet de mettre le doigt sur une intrigue manipulée par des assurances et des grandes firmes pharmaceutiques. Et il se lie d'amitié avec un patient qui se trouve être un médecin très vieux, qui est le docteur Ali du premier livre. Et grâce aux écrits que ce vieux médecin écrivait donc un journal, et à chaque chapitre de son journal, il mettait un lien musical qui lui permettait d'avoir un lien. La mémoire est activée par ce lien musical et ça le met dans l'ambiance dont on parlait tout à l'heure. Un peu Pavlov, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et en donnant à lire ce livre à ce jeune médecin, c'est quelque chose qui va lui permettre d'avancer dans sa vie
amoureuse, dans sa quête personnelle, dans l'intrigue Donc c'est un thriller un peu. On on parle de transhumanisme. Il y a les big pharma, il y a les assurances, il y a tout ce qu'on vit un petit peu. On parle pas du tout de Covid, hein, ça a été écrit avant. D'accord. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et voilà. Donc on encourage les gens à lire. Moi et Jawad, comme encore une fois, on est dans l'honnêteté. Vous l'avez pas lu? On l'a pas lu et moi, on en a parlé avant. Est-ce que on attend de lire le livre avant d'inviter Suad je lui dis, moi, voilà ma façon de voir les choses. Moi, un écrivain, et encore plus une écrivaine, quand elle vient présenter son livre, peu importe si nous, en tant que nous qui vous recevons ici, on ne veut pas faire semblant de l'avoir lu, ou même si on l'avait lu. Non, bien sûr. Et en plus, moi, même si je l'avais lu... Et le but, c'était pas venir parler du livre. Mais même si je l'avais lu, j'en parlerais pas. Pour une simple raison. Parce que moi, l'approche que j'ai avec les œuvres, quelles qu'elles soient littéraires, musicales, est une approche très intime. C'est-à-dire, moi, quand je lis un livre, s'il me plaît, je lui dis à une personne, lis ce livre. Il m'a plu. On fonctionne tous comme ça. Je ne veux pas lui raconter. Évidemment. Je ne veux pas lui raconter. Évidemment. Et on essaie tous de lire des livres qu'on nous a conseillés parce que c'est un peu une garantie. Exactement. Il te dit, vas-y, lis-le. C'est comme un bon film. C'est comme si j'avais vu un film et je commençais à le raconter au gars. Il dit, c'est bon, c'est pas la peine que je le regarde. Moi, par exemple, Casa de Papel, j'ai jamais vu. On m'en a tellement parlé, on m'a tellement raconté. Ça donne plus envie de le lire. J'ai pas envie de le voir. Parce que ça fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre, est-ce qu'il va me plaire? Non, c'est pas ça l'approche. Moi, j'ai pas envie de lire ton livre en attendant, est-ce qu'il va me plaire? Moi, je vais le lire comme n'importe quel livre et avoir mon sentiment personnel et intime. Bien sûr, Par contre, quand on invite une écrivaine, elle nous parle de son livre. Encore une fois, vu que c'est l'auteur, elle décide de nous donner ce qu'il faut. Parce que faut pas en plus brûler l'intrigue. Non, tu sais, justement, les gens qui présentent les livres, les différentes présentations que j'ai eues, ils le font très bien. Ils savent très bien que tu peux placer les personnages, dire un peu l'endroit où ça se passe. Mais c'est tout. C'est ça. Parce qu'il y a quand même... peut-être. Là, j'imagine que c'est le même fonctionnement. Tu es déjà en train d'imaginer. C'est bien. C'est bien. Parce que si je grille le truc, j'ai commencé à le lire. Ça se passe dans un hôpital. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. C'est parce que toi, par beaucoup, Jawad, la dernière fois, on prenait un café tous les deux. Et il y a un gars qui passe en vendant des livres. Et pour une fois, je dis, voilà, quelqu'un qui fait du bien à nous, à lui, à tout le monde, quoi, en vendant des livres. Et il me dit, je vais prendre George Orwell, 1984. Il me dit, je ne l'ai jamais lu, mais j'en ai tellement entendu parler. Mais tu as commencé à le lire. Oui, je l'ai commencé à le lire. Et, il me dit, je lui dis, écoute, c'est une claque. C'est la référence des livres de dystopie. Donc tu vas, vas-y. Et si tu aimes, là pour le coup, je te dirais les autres. C'est le meilleur des mondes. Voilà, le meilleur des mondes. Il y en a plein d'autres qui fonctionnent dans la même... Alors oui, moi, tu vois, j'aurais jamais cru que j'écrirais une dystopie, justement. J'aurais jamais cru parce que... Mais l'envie de parler... Alors moi déjà, j'aime pas trop l'histoire. Les gens qui aiment l'histoire, ça les énerve quand je dis ça, mais je suis pas douée. L'histoire, au lycée, j'étais toujours très nulle et j'avais un blocage. Par contre, j'aime bien foncer, aller de l'avant. Je regarde jamais derrière. Je regarde jamais derrière. Peut-être que c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ça. Et j'avais envie d'imaginer ce que serait la médecine de demain. Donc, tout ce qui est dystopie, je pensais que c'était quelque chose de démodé. Et puis là, j'ai eu la surprise de lire 2 livres récents. L'Anomalie de Hervé Le Tellier, qui est le prix Goncourt de cette année. J'ai adoré L'Anomalie. Et puis, je viens de lire le dernier de Amin Malouf, qui s'appelle Nos frères inattendus. C'est aussi une sorte de dystopie. Je me suis dit, ça veut dire que... Est-ce que c'est le Covid qui a fait que les gens commencent à se poser des questions sur le futur? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est ça, c'est une tendance. Forcément, on vit avec son époque et c'est des ressentis. On se pose des questions. On commence à se poser beaucoup de questions. On s'est projeté pendant des années et le Covid nous a tous mis d'accord. C'est sûr. Vous pouvez tout prévoir sauf ça. Et surtout, on nous a mis face à notre propre mort. Exactement. Possible et voilà. Et donc ça nous a perturbés, ça nous a rapprochés de la vie réelle, ça nous a fait... Et donc forcément, les auteurs vont s'inspirer de ces choses-là. Et moi, j'ai toujours adoré ce et alors littéraire. Justement, en parlant, parce que je parlais beaucoup avec cette jeune Yasmine, qui est mon attachée de presse pour quelques mois, qui a été... elle me dit... Alors, elle a fait
je crois qu'elle a fait un mémoire sur la littérature en science-fiction, la science-fiction. D'accord. Et elle m'a dit que les jeunes lisaient beaucoup Ah ces oui, choses. la science-fiction. Et je me suis, et puis quand Et on voit les séries, oui, là, les mon mangas, fils est un fou de manga, oui, effectivement. Harry Potter. Mais tu sais, en parlant justement de tout ce qui est... moi, j'ai beaucoup été inspirée par une série, parce que les séries télé, j'en vois pas beaucoup, mais j'en ai vu quelques-unes, notamment une qui n'est pas liée, on va pas dire, c'est pas une série, tu commences, tu es obligé de continuer. Elles sont complètement indépendantes. Je pense que vous connaissez, c'est Black Mirror. C'est extraordinaire. Et Black Mirror, c'est toi qui m'en as parlé. alors Black Mirror, mon livre, ça pourrait être, c'est pas pour me vanter, ça n'a rien à voir, mais c'est inspiré, c'est vraiment l'ambiance de Black Mirror. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 scènes qui se sont inspirées de certaines choses que j'ai vues. Tu sais, tu peux pas faire abstraction de ce que tu as emmagasiné. Forcément. Ça sert à ça, l'écriture. Forcément. Donc c'est vraiment, c'est quoi Black Mirror pour ceux qui connaissent pas? Donc c'est une série britannique qui existe depuis une dizaine d'années, 2011. Et qui prend comme sujet principal la technologie. Mais la technologie poussée à outrance, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle ait un effet pervers. Et 30% des épisodes de Black Mirror se sont réalisés déjà. Oui, tout à fait. Donc, et j'étais agréablement surprise de voir que les jeunes s'intéressent à ça, parce qu'en fait, ils ont peur pour leur avenir, ils ont peur pour l'avenir de la planète, donc ils sont encore plus que les gens de mon âge férus de ce genre de possibles. Ah oui, ils sont à fond c'est des possibles. Donc moi, je conseille de voir. Il ne faut pas tout voir, mais il faut cibler. Il y a un petit résumé. Il y en a notamment celle qui est sur Facebook ou sur. D'ailleurs, moi, je parle à un moment des maisons d'amour. Les maisons d'amour dont je parle sont un peu inspirées d'un des épisodes. Je ne sais pas si tu l'as vu. D'accord. Mais... Alors, je pense savoir de quoi tu parles, mais voilà. Donc, je me suis rendu compte que c'était tout à fait. Alors, vas-y, non, je t'en prie. Est-ce que tu le... il n'y a pas mieux que toi pour le dire, il peut être lu par toute tranche d'âge, sans problème. Il n'y a rien à censurer. Pour le coup, pour qu'on le mette dans la main de tout le monde. Oui, je pense qu'à partir de 12, 13 ans, 14 ans. Super. Et les jeunes se posent beaucoup plus de questions qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Ils sont beaucoup plus cultivés, beaucoup plus ouverts. Et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions maintenant. Justement, par rapport au futur, etc. Alors, le futur de la médecine, tu le vois plus... tu penses que la médecine et le fait de soigner des patients, dans le futur, tu le vois comment? Est-ce que c'est plus du préventif? C'est tout le sujet du livre, tu sais. Non, mais mis à part, par exemple, au Maroc, en Europe, la médecine, est-ce que tu penses qu'on devrait plus être la méthode un peu asiatique, c'est-à-dire du préventif? Oui, alors justement, j'en parle aussi dans mon premier livre, chez les Asiatiques. Ils sont dans la prévention et le médecin est payé pour faire de la prévention. Voilà. Si tu vas, à partir du moment où tu consultes pour une maladie, le médecin n'est pas payé. Pas payé, exactement. Et je peux t'assurer que ça change beaucoup de choses. Bien sûr, parce que tu fais tout pour t'arranger pour que le patient aille bien. Sinon, tu vas travailler gratuitement et tu vas être pénalisé parce que ton patient va mal. Bon, même si tu fais de la prévention à 100%, bien sûr. Tu ne peux pas tout... Tu vois, si tu prends par exemple la cardiologie, tout est basé sur des facteurs de risque et souvent les facteurs de risque sont familiaux. Familiaux, exactement. C'est-à-dire tu peux n'avoir aucun facteur de risque, mais avoir juste un père ou un oncle cardiaque et il y a de fortes chances pour que tu le sois. On l'a vécu à l'Euro. Un footballeur est tombé en plein terrain. Je sais. Donc c'est vrai qu'en cardiologie, on peut faire beaucoup de choses dans la prévention, dans d'autres métiers aussi. Mais je trouve que la médecine en Chine, c'est peut-être un peu extrême. Mais c'est une façon aussi de manipuler le médecin. Dans ce livre, je parle beaucoup de manipulation de médecins. C'est de la médecine sous influence dont je parle et du transhumanisme. Je pense que déjà au Maroc, les médecins, honnêtement, sont à l'écoute du patient. Déjà, ça c'est un acquis qu'on a. Moi, j'ai fait mes études de médecine à Bruxelles, ma spécialité à Paris. Et j'étais très heureuse de voir comment le patient écoute encore le médecin. Et forcément, le médecin a un discours assez... protecteur et il y a des dialogues qui dépassent la médecine, c'est-à-dire qu'on a envie de savoir ce qui se passe chez lui à la maison, ça devient un peu, même le spécialiste est un médecin traitant proche, donc ça c'est le côté humain qu'on a déjà. Maintenant, est-ce que les machines, l'intelligence artificielle va prendre la place? Non, mais c'est un outil qu'on ne peut pas renier. Je pense qu'il faut avoir un bon compromis, mais tout en gardant le
le côté libre arbitre du médecin. Ça, c'est indispensable. Et d'ailleurs, dans un des chapitres, je parle des cabines connectées. Alors, il y a quelques années, il y a eu, je crois en 2013, il y a une start-up qui a créé, une start-up à San Francisco, qui a créé une cabine connectée. C'est-à-dire que tu rentres dedans, tu t'installes, tu as un scanner, tu as un pic dans le doigt, plein de choses. Et en 5-10 minutes, tu sais tout. Et dans mon histoire, il y a la victime, le cobaye, c'est un médecin. Pour montrer l'ambiguïté et la complexité d'un diagnostic annoncé par une machine. Tu vois ? Et ça, c'est les extrêmes. On ne remplacera pas l'humain, on est d'accord. Et ben, quand tu vois certaines personnes qui font tout pour éliminer l'humain, il y a eu des tentatives d'éliminer, c'est-à-dire dire, avec la biologie et la radiologie, toutes ces machines peuvent donner un diagnostic, mais si on te l'annonce pas de façon humaine, si on ne t'accompagne pas dans le traitement et dans la poursuite du diagnostic, s'il n'y a pas ce côté humain, je veux dire, ça y est, c'est fini. C'est pas fini pour le médecin, c'est fini pour le patient. Donc, il faut garder ce libre arbitre, il faut garder le jugement humain pour pondérer justement tous ces diagnostics et tous ces... Mais on est encore loin de ça. Mais aujourd'hui, il y a des questions qui ne se posaient pas il y a 10 ans parce que l'évolution technologique allait vers l'amélioration des traitements, l'amélioration des interventions et tout, mais le médecin contrôlait tout ça. C'était la pièce maîtresse. Maintenant, c'est le besoin de contrôler le médecin. Exactement. Et les big pharma et les assurances le font. On va se poser on va se retrouver dans des problèmes et des trucs... qu'on n'a pas vu avant, c'est-à-dire... Et justement, c'est exactement ça. On va être meilleur... tu veux parler du livre sans que j'en parle, mais c'est tout à fait ça. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport à la technologie? Alors, on voit beaucoup maintenant, la tendance, c'est les montres connectées. Les montres connectées qui te donnent le rythme cardiaque, le ci, le ça, Apple. Alors, moi, je suis pour tout ce qui peut permettre une autosurveillance. D'accord. Je suis la première à dire aux gens, si vous avez de la tension, prenez un tensiomètre, voilà comment il faut surveiller, combien de fois par jour, il y a des protocoles bien précis pour ça. Je préfère quelqu'un qui se surveille plutôt que quelqu'un qui occulte. S'ignore. Parce que dans la même journée, je vois des gens qui viennent pour des palpitations alors qu'en fait, ils ont un peu bougé et la montre connectée a enregistré quelque chose qui n'est pas vrai. Comme je vois des gens qui arrivent parce que ce matin, j'ai une patiente qui ne voit plus rien. Elle est aveugle. En fait, elle est diabétique et hypertendue depuis des années. Elle n'a jamais fait de sa vie une prise de sang. Donc on voit les extrêmes dans la même journée et nous ça nous révolte parce qu'en cardiologie s'il y a une spécialité où on peut faire de la prévention, c'est vraiment en cardiologie. Maintenant se surveiller oui, à condition de ne pas s'auto-traiter. Voilà, pas jouer au médecin. Alors parce que voilà, par exemple, je vous donne un exemple et ça c'est le genre de message que j'aime bien passer justement dans les livres. Si tu prends une maladie, on va dire on va prendre 5 maladies. D'accord. Chaque maladie, on va lui donner 5 symptômes. Okay. D'accord ? Tu la classes les 5 maladies de 1 à 5. 1, c'est la maladie banale, légère. Et la 5, c'est une maladie très grave. Sauf que chacune a 5 symptômes, sauf que ces 5 maladies ont en commun 2 symptômes. Si toi, tu as un de ces 2 symptômes et que tu mets sur Google ton symptôme, tu peux tomber sur la maladie très légère ou la maladie très grave. C'est ça. Et c'est ce qui arrive quand les gens s'auto... Alors, tu as des gens qui s'affolent. En général, les gens s'affolent. Ils ne banalisent pas. Oui. Non, même pas. Tu as un symptôme, tu vas chercher, tu vas forcément tomber sur un truc grave. Et alors là, tu peux paniquer avant d'avoir ton rendez-vous et tu peux tomber malade de stress. Et là, déclencher d'autres choses, une hypertension, une tachycardie. C'est ce qu'on a vécu pendant le Covid. Oui. Pendant le Covid, comme on était confinés, il suffisait d'avoir mal à la gorge, on disait c'est bon, demain je meurs. En fait, demain, normalement, à midi, je suis mort. Non, voilà, donc s'auto-surveiller, oui. Mais avec, par exemple, quand je dis aux patients prenez un appareil de tension, je leur dis aussi comment l'utiliser. Voilà, si tu as entre ça et ça, c'est normal. Au-dessus ou en dessous, c'est grave. Mais tu ne donnes pas des trucs en les balançant. Exactement, il faut savoir. Alors les montres connectées, oui, ça te montre le rythme cardiaque. Mais le rythme cardiaque, tu peux le prendre même juste au pouls comme ça. Voilà. Alors que l'électro, il te donne 12 dérivations avec
6 électrodes sur la poitrine et 4 électrodes sur les bras. C'est bien pour quelque chose, parce que ça te montre des choses que la montre connectée avec une seule dérivation, donc un seul tracé, ne peut pas te montrer. Mais ça aide pour les gens qui ont déjà, par exemple, des pathologies, qui doivent, eux, surveiller leur rythme cardiaque. Tout est adapté en fonction de la personne. Mais je pense que c'est le médecin qui doit dire qu'est-ce qui est bon pour chacun. Mais pour la surveillance et l'autosurveillance, moi, je suis vraiment pour. D'accord. Alors, maintenant, il y a l'autre petit souci, c'est que chez nous, au Maroc, il y a un phénomène qui n'existe pas ailleurs, c'est que la plupart des médecins, et moi la première, je donne mon portable aux patients. Et là, tu te fais harceler pour le moindre... Alors des fois, moi, j'ai même des gens qui m'appellent en me disant « Ah, j'ai pris tel médicament, je me suis trompée. » Alors que c'est même pas moi qui ai prescrit ce médicament. Donc, il y a... L'automédication, et malheureusement, on le fait tous. On ne doit pas le faire. Il faut la juste mesure dans tout. Exactement. Il faut la juste mesure dans tout. Il faut essayer de... Et comme tu dis, il faut faire beaucoup de prévention, ne pas être dans le déni, se surveiller, quelque chose qui sort de la normale. Déjà, va chez le médecin. Et puis, l'intelligence artificielle ne fait pas tout. On ne pourra pas faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont un petit peu... migré un peu les médecins qui disent « Oh, vous les médecins, bientôt, on n'aura plus besoin de vous. » On entend ça très pense souvent. pas, C'est le seul métier. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Parce que ce que c'est aujourd'hui la médecine ou la technologie ou les médecins du corps humain, mais c'est même pas 10% de ce qui se passe dans le corps humain. C'est-à-dire on sait réparer, on sait savoir ce qu'on fait et tout, mais chaque fois que tu découvres un patient, c'est des conditions particulières, un environnement particulier, c'est plein de choses. C'est pour ça que l'algorithme ne pourra jamais comprendre ça. Alors justement, ça c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal écrit aussi, les algorithmes décisionnels. C'est ça. Alors moi, je suis pour l'algorithme décisionnel quand on est de garde pour les urgences. C'est ça. On doit gérer un infarctus. Clair. Tu n'as pas besoin de réfléchir. S'il a une douleur, ça peut être ça ou ça. Si l'électro est comme clair. ça peut être ça ou ça. Et là, paf, et tu as le traitement et tu gagnes beaucoup de temps. C'est le médecin qui et le patient est bénéficiaire parce que dans l'AVC et l'infarctus, dans ces deux cas, tu ne dois pas perdre de temps. Tout de suite. 15 minutes de perdu, c'est dramatique. C'est ça. Maintenant, pour les autres, non. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, quand tu fais des algorithmes décisionnels, et tout ce qui est justement intelligence artificielle, à la longue, ça finit par abrutir. Parce que tu réfléchis plus. Et c'est ça que je dénonce, moi. Le but de la vie, c'est pas de réfléchir. Le but, c'est de laisser une part de réflexion. Parce qu'un individu A ne peut pas être exactement la même réplique que l'individu B. Et c'est cette nuance-là qui fait tout. Moi, je donne l'exemple qui peut-être pas... Enfin, je veux dire, qui est très parlant, même si c'est pas de la médecine. Beaucoup de supermarchés ont voulu faire les fameuses caisses sans caissière, avec tous un système. Ils se sont tous retrouvés avec un gars qui est là en train d'expliquer aux gens. Ben oui, finalement, tu reviens au même. Alors, aux États-Unis, ça marche très bien, on n'a pas besoin du gars, juste pour que tu... Parfois, ça marche sur certains... C'est pas forcément un bon modèle. Parce que moi, tu as supprimé de l'emploi, tu as supprimé de la vie humaine, tu as supprimé... tu as créé d'autres emplois. Bon, après, c'est un autre débat. Tu as créé des ingénieurs qui ont créé ces emplois. C'est pas forcément automatique, en remplaçant la technologie par l'homme par la technologie, parce que si tu penses que sur le modèle économique, comme la médecine, et comme forcément va l'évoquer dans tout ce qu'elle fait, si tu ne vois que le côté efficacité et tout, tu occultes la raison d'être. Bien sûr. Mais il faut aussi ne pas refuser la technologie et l'évolution. C'est pour ça qu'il faut toujours donner la solution. Dans les supermarchés, tu as les dames les caissières et tu as l'autre. Comme tu as un aéroport, tu as la possibilité de passer au guichet, comme tu peux mettre ta main sur la... Toujours avoir le choix. Il faut avoir le choix. Parce que sinon, on tombe dans des travers incroyables. Moi, les mamies, en France, j'ai un supermarché au bas de chez moi, mais quand je dis au bas de chez moi, c'est la porte à côté de chez moi. Mais moi, je voyais des personnes âgées, c'était leur moment de discussion de la journée. Bien sûr, exactement. Ils ne voyaient personne dans la journée. Ils attendaient ce moment-là pour aller au supermarché, ils y passaient des heures, juste pour parler à la caissière, au chef de rayon, au directeur du magasin, raconter leur journée et tout. Ces pauvres personnes. Et il y en aura de plus en plus des personnes. C'est le but de la vie, c'est de vivre plus longtemps. Ces gens-là, si même le moment où ils doivent sortir, ils se retrouvent avec bien sûr. Parler à des machines, moi, j'ai pas envie d'une société comme ça. Moi, la machine doit me régler un problème dont j'ai pas envie de vivre. Mais moi, j'ai envie de voir des gens. Moi, j'ai envie de rencontrer ma caissière, en parler de sa vie, parler de ma vie, me sentir accueilli. Bien sûr, le lien social, il est important. Tout à fait. Le rapport humain, c'est tout. C'est clair. En tout cas, moi, c'est ce que je recherche dans mon travail de médecin. C'est pour ça que moi, je sais que tout ce pour moi, que tu fais, c'est très important. Tu as mis l'humain au centre de tout ce que tu fais. Absolument. Mais un dernier point que je voudrais juste citer, c'est moi j'entends souvent, et honnêtement ça m'agace beaucoup, quand on me dit tu as mal au ventre. Même mon oncle, il avait exactement la même chose que toi.
Ah bon il est enceinte? Ah bon mais avoir mal au ventre et me dire il avait la même... Tu vas prendre cette gélule. Écoute, tu prends ça. Dans 2 heures, tu n'as plus rien. Oui, mais tu sais pas ce que j'ai, tu sais pas ce qu'il a. Et moi, j'ai aussi une anecdote comme ça. Un jour, ma mère, je vais chez ma mère, je la vois en train de prendre des comprimés de calcium. Je dis, pourquoi tu prends ça? Elle me dit, ma copine en prend. C'est génial. Elle va très bien depuis qu'elle prend. Je lui ai dit, maman, tu oublies que tu fais des calculs rénaux à base de calcium? Voilà, un exemple simple. Mais on en entend souvent parler. Hein, il faut voir ce médecin parce que celui-là, il a donné une gélule à mon oncle. Il est super, il est parfait. Regarde, il est en train de courir, mon oncle, il gazouille. Oui, mais tu sais pas ce qu'il avait. Tu sais pas. J'aime pas quand les gens s'improvisent médecins. Parce qu'ils ont lu un petit article. Oui, mais parce qu'ils sont c'est partis aussi dans le but d'aider aussi. Ça, tu vois, ça part d'un bon fond. Oui, tout à fait. Mais je trouve que ça peut être un peu... Voilà, on commence l'automédication. Tiens, rien que prends ça. Moi, quand j'avais mal à la tête, j'ai pris ça. Oui, mais je suis en train de prendre... c'est notre responsabilité individuelle. Tout à fait. Il faut que chacun sache ses limites. Mais c'est peut-être aussi le côté sympathique de la société marocaine. Convivial. Tu achètes le Doliprane à l'épicerie. Tu lui dis doigt de la race. Tu lui dis même pas Doliprane. Alors, parce que justement, dans une des scènes d'un Toubib dans la ville, c'est ça, c'est le patient, le médecin vient d'ouvrir son cabinet, il n'a vraiment pas beaucoup de monde et il rentre le 2e jour de consultation et il voit 10 personnes dans la salle d'attente. Il va chez sa secrétaire, il me dit mais c'est génial, j'ai du monde. Il lui dit non, c'est juste une personne qui consulte, mais il y a toute sa famille avec elle. Et c'est ça aussi le côté sympathique du Maroc. C'est vrai. Et puis voilà, donc c'est en comme tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'être passé, c'était vraiment très agréable. Vous êtes top et merci beaucoup. je vous souhaite et bien sûr, plein de podcasts super. Et on insiste, nous, on se reverra le maximum de temps possible. Bien sûr, peut-être pour ton 4e livre, peut-être pour la pièce de théâtre. La pièce de théâtre. Oui, moi, sincèrement, je prie pour qu'on nous ouvre. Mais ce qu'on fera aussi, c'est peut-être un podcast avec les acteurs de cette pièce. Qui eux sont très. magnifique. Moi, je vous invite à venir nous retrouver et que chacun parle de son Ça expérience. serait magnifique. Ça serait une expérience magnifique. Et on va bien sûr mettre le titre du livre, le titre des livres et pour les informations sur la pièce de théâtre, etc. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Super. Merci.